Bonjour à tous. Donc, on attaque la dernière capsule, une des dernières capsules, je pense, sur le dernier volet sur les données. Donc, on avait parlé un petit peu des problématiques de réseau. Donc, j'évoquais le fait que les réseaux, c'était des types de données un petit peu particuliers. Et là, je parlais un petit peu des données spatiales. Vous montrer quelques applications et quelques fonctions qu'on peut utiliser quand on commence à manipuler ce genre de données. Donc, je vais basculer directement sur les slides, ça sera plus simple. OK. Donc, petite capsule, je pense que on va essayer de faire ça d'un bloc, sur les données spatiales. Donc, on a déjà évoqué deux, trois petites choses, en particulier sur l'histoire de distance. Donc, on avait déjà parlé un petit peu en particulier quand on avait fait du non supervisé, donc on regardait les distances entre les points, et on essayait de voir un peu ce qu'on pouvait en faire. Donc, je vais juste vous montrer un petit exemple d'application dans des problèmes spatiaux. Donc, on va retrouver des choses qu'on a déjà vues, en particulier les graphes de Voronoi. Okay, donc, je vous avez déjà parlé un petit peu des problèmes spatiaux dans ces problèmes de graphes de Voronoi, qui consistent à dire, il y a on se demande quel est le centre d'attractivité, par exemple, d'un magasin. Donc, on a différents magasins sur une carte et on se demande jusqu'où est-ce qu'ils vont attirer les gens en se disant, les gens vont aller au magasin le plus proche. Voilà. Donc, ici, c'est un petit peu différent. C'est pas un problème économique, c'est un problème sanitaire. En fait, c'est un exemple qu'on retraitera un peu par la suite. C'est les données qu'avait collectées John Snow à Londres lors d'une épidémie de choléra. Okay. Donc, on a des endroits où les personnes sont mortes et on se demandait où est-ce qu'elles avaient été chercher de l'eau. Okay. Donc, on avait des localisations de différents puits. Donc, par exemple, ici, on avait un puits. Ici, on avait un puits, enfin des sources d'eau. Je dis puits pour faire un peu simple, mais c'est des sources d'eau. Okay. Donc, on se demande où les gens vont aller chercher de l'eau. Donc, nous, ce qu'on avait vu, c'était le moyen le plus simple quand j'ai des points qui sont répartis sur l'espace pour aller rejoindre un puits, c'est de calculer une distance L2, donc une distance euclidienne. Donc, par exemple, ici, j'ai un individu, l'individu 85, qui va rejoindre le puits 7, okay, parce que c'est le puits le plus proche par la distance euclidienne. Okay. Alors, on obtient donc le graphe qui se trouve en bas, enfin, au centre, mais il est un peu frustrant parce qu'on se dit c'est pas comme ça que ça marche. On le voit en particulier sur la carte en haut à droite, qui était la carte qu'avait produite Jon Snow à l'époque. C'est de dire mais les gens ils vont pas, c'est pas des oiseaux quoi. Ils vont pas de chez eux jusqu'au puits en ligne droite. Okay. Il y a en particulier des rues. D'accord. Donc en fait on peut adapter ce qui est fait ici, donc en gros constituer ce graphe de Voronoi dans un contexte un peu particulier où la distance ne serait plus une distance mathématique, mais une vraie distance physique, en se disant les gens ils vont prendre la rue. Donc la personne qui était 85, alors pour elle c'était relativement simple, elle va toujours tout droit, mais par exemple la personne 191 qui va aussi au puits, elle commence à aller tout droit, puis à un moment elle tourne à gauche. Okay. Donc on voit que les trajets ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a ici des distances qui sont des distances réelles, qui sont effectivement mesurées. Alors on peut se dire que ça correspond à un graphe, okay. C'est qu'en fait ce graphe-là, cet ensemble-là, je pourrais me dire, il y a des ensembles de nœuds qui sont les individus. Okay. Ils veulent rejoindre un autre nœud qui est un nœud un peu particulier, qui est le puits. Okay. Et ils vont passer par un chemin qui est matérialisé en fait par des lignes droites le long tout simplement d'une structure de graphe. Okay. Donc on pourrait parfaitement imaginer ce graphe-là. Okay. Et se dire, on va chercher des plus proches, enfin des trajets les plus rapides pour passer d'un nœud à un autre. Okay, en sachant qu'on se balade le long du graphe et donc on a des distances le long du graphe. Okay, donc c'est effectivement ce qui est utilisé en pratique. Okay, donc quand on veut vraiment travailler sur des distances, et c'est ce que font tous les calculateurs de GPS qui sont maintenant dans les autos, c'est basé là-dessus, sur cette histoire de calcul de distance réelle, okay, basé sur le fait qu'on va suivre des routes. Okay. Et ça, ça va induire une géométrie qui est relativement différente. Donc je vous ai fait le graphe ici. Donc en bas, on reconnaît des choses qu'on a déjà vues. Okay. Donc en bas, c'est la géométrie standard au sens L2. Okay. Donc ici, j'ai ma distance L2, c'est-à-dire ma distance euclidienne, pour faire très simple. Et ici, j'ai ma distance réelle en suivant les rues. Okay. Donc, juste pour vous expliquer la différence, donc en bas je retrouve donc le graphe avec les différents puits. Donc j'ai la localisation des 11 puits qui existaient dans ce quartier à Londres. Okay. Donc on peut voir quelles sont les zones les plus proches et donc peut-être voir qu'il y a des puits en fait qui sont contaminés. C'est un peu ce que racontait Jon Snow à l'époque, c'était de dire si jamais il y a un puits qui est contaminé dans la zone
d'influence du puits, on devrait retrouver beaucoup plus de décès. C'est effectivement ce qui a été observé. Okay. Et pour ça, il faut réussir de manière un peu propre à définir ce que c'est que la zone d'influence d'un puits. Peut-être pas en distance euclidienne, ce qui va me donner encore une fois ces courbes, donc le graphe de Voronoi. Donc on va récupérer ce graphe, okay, enfin ces constellations, et peut-être le faire en distance réelle. Donc c'est ce qui est fait en haut, où on travaille effectivement en distance réelle et on voit qu'il y a des petites différences, okay, entre les deux. Celui du haut correspond, si jamais les personnes au 19e siècle avaient eu une application GPS pour leur dire voilà le trajet le plus simple, le plus rapide pour aller au puits, ils auraient utilisé ils auraient effectivement utilisé ça. Donc là on voit quelqu'un qui habite dans ce coin tout en haut ici, va effectivement rejoindre le puits 7 en y allant tranquillement, alors que peut-être qu'avec un vol d'oiseau, c'est peut-être le puits 4 qui était effectivement le plus proche. D'accord ? Donc il y a une petite différence. Donc j'ai fait un petit zoom ici entre le puits 6 et le puits 7. Okay ? Donc ici on a en gros la médiatrice de mon segment puits 6, puits 7. Okay ? Ici j'ai vraiment en haut j'ai la distance réelle qui est effectuée par les gens quand ils veulent se rendre au puits à pied. D'accord ? Et après je regarde ce qui se passe. Supposons qu'on ferme un puits. Okay, donc on voit que le puits 7 est manifestement contaminé. On décide de le fermer. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là pour les personnes? Où est-ce qu'elles vont se réaffecter? D'accord. Donc ça, c'est un problème assez classique en fait d'affectation et de ce qu'on appelait de transport optimal. Donc je vous ai mis un lien vers un article qu'on avait fait il y a quelques temps sur l'affectation optimale dans les hôpitaux. Donc on essayait d'envoyer des gens dans les hôpitaux et voir les capacités des hôpitaux. Okay, donc ça, c'est typiquement un problème spatial où on a des données qui sont représentés formellement sur la carte de Londres. D'accord ? Donc, c'est des gens qui habitent dans des maisons, okay, et qui veulent se rendre dans des puits. Okay, donc, c'est typiquement un problème de données spatiales. Alors, les données spatiales, c'est un peu particulier parce que la manière dont c'est caractérisé, je vous montrerai tout à l'heure les données de John Snow, c'est qu'on a, donc on revient sur un format assez standard de type base de données tel qu'on a l'habitude de les avoir, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire très simple, on va avoir une latitude et une longitude. Okay, donc c'est généralement comme ça que vont être localisés les individus. Alors, ça c'est la version la plus utilisable formellement quand vous prenez un fichier d'assureur. Éventuellement vous avez l'adresse. Okay, donc il y a une première étape qui va être de transformer l'adresse en une coordonnée géographique. D'accord. Il y a des packages pour faire ça. Enfin, j'ai pas pris le temps de les mettre, mais voilà, sur mon blog, il y a pas mal de choses où effectivement je rentre des adresses. Il y a pas mal de fonctions en lien avec Google Maps. Vous tapez une adresse et automatiquement il vous renvoie les coordonnées. Donc ça passe par l'API en fait de Google Maps que vous pouvez. Enfin, dès que vous tapez une adresse sur Google Maps, vous pouvez récupérer le code JSON associé. Donc vous avez les données formelles de ce qui se passe, y compris des calculs de distance et ce genre de choses. Donc les points sont fondamentalement donnés dans ce format-là, latitude, longitude. Alors, on se dit que c'est relativement simple parce qu'on a l'impression que c'est une projection dans un système cartésien standard. En gros, j'ai une latitude, une longitude, je vais avoir un graphe en X et en Y, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que, je vous rappelle que la Terre, elle n'est pas du tout plane, elle est sphérique, et le fait d'être sphérique, ça induit un certain nombre de problèmes. Donc, en particulier, c'est peut-être parfois plus intéressant de travailler enfin ça pourrait être en tout cas plus intéressant de travailler en coordonnées polaires parce que les coordonnées polaires vont nous éviter un certain nombre de problèmes dont je reviendrai, sur lesquels je vais revenir juste après. En particulier le problème de la singularité. C'est que par exemple le pôle Nord n'est pas défini de manière unique avec des coordonnées latitude-longitude. C'est qu'on sait que c'est le point qui est tout en haut, mais il est tout au long. Si vous prenez une carte telle que vous pouvez en avoir chez vous ou sur Internet même, le pôle Nord, c'est une ligne droite. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que je vous en parlerai, mais ça peut poser un certain nombre de problèmes. Les données polaires sont une manière de... Donc c'est caractérisé par des angles. Alors, les angles, c'est un peu particulier et c'est le problème justement de la Terre et du pôle Nord, c'est le fait que fondamentalement, on travaille en angle. Okay, et les angles, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est que c'est périodique. Okay, donc, si jamais j'avance sur mon angle, donc je commence avec un angle de 0, puis j'augmente jusqu'à 2π, puis une fois que j'ai atteint 2π, en fait, je suis revenu à 0. Okay, donc, en fait, de manière un peu étrange, l'angle 0 et l'angle 2π, alors qu'on a l'impression que l'angle s'écarte, finalement, ça nous fait revenir au point de départ. Donc, on a ce côté circulaire qui est relativement
euh, potentiellement délicat en tout cas. Alors, c'est ce qu'on appelle des données circulaires. Alors, je ne vais pas faire un cours sur les données circulaires, mais il y a pas mal de choses là-dessus. Je vais juste vous montrer, j'ai mis mes 2 slides à l'envers. Je vous donne 2 autres exemples de données circulaires. Les données circulaires, on va les retrouver par exemple si jamais vous travaillez sur des graphes où vous regardez quand est-ce qu'il y a des accidents en fonction de l'heure. Okay. Ici, c'est les appels au 911. Okay. Donc un numéro d'urgence, on essaye de voir quand est-ce que il y a beaucoup d'appels, avec le minuit qui se trouve en haut ici. Okay. Donc ce qui se passe, c'est qu'on commence à minuit, puis on commence à s'éloigner de minuit, 6 heures du matin, midi, 15 heures, 18 heures, puis comme par hasard, on finit par revenir à minuit. Et ça pose un certain nombre de problèmes, c'est que les données circulaires, c'est intéressant de les normaliser. Si jamais j'avais tout représenté sous la forme 0,24, okay, on pourrait dire que les 2 points qui sont là sont les 2 points les plus éloignés. Or, ce n'est pas vrai. Le point qui se trouve ici, il est équivalent à celui qui se trouve juste après. Donc, c'est le principe de ces données circulaires, où les notions de voisinage même sont des choses compliquées à appréhender. Okay. Donc, il ne faut pas perdre de vue que certaines données vont avoir une distorsion sur les notions de voisinage, et 2 points qui pourraient apparaître comme étant éloignés, parce qu'en fait, ils ont des valeurs très, très éloignées, finalement, finit par se retrouver. Donc, c'est le problème aussi, si jamais vous travaillez, par exemple, vous voulez modéliser les tremblements de terre sur la Terre, okay, donc vous prenez une représentation de type Mercator. En fait, le truc, c'est que si jamais vous partez très loin vers l'est dans le Pacifique, en fait, c'est équivalent à partir très à l'ouest, mais aussi dans le Pacifique. Et en fait, les 2 points se rejoignent. Donc, il faut faire un petit peu attention quand on va faire de l'estimation de densité, c'est qu'on va avoir des problèmes de bord. Okay. Donc, par exemple, ici, ce que je voudrais, donc, la courbe en noir, ça correspond au nombre d'appels, donc c'est des choses que j'ai lissées. Okay, c'est l'estimation de densité. Ce que je veux quand même m'assurer, c'est que juste avant 24 heures et juste après 24 heures, mes estimateurs coïncident. Okay. Encore une fois, essentiellement parce que 24 heures, et le fait que 24 heures soit 0 heure, c'est une convention. Okay. Donc, si jamais je faisais mon estimation de densité, donc vous prenez toutes vos horaires entre 0 et 24, okay. Donc, si jamais vous commencez à estimer votre densité, ce que vous voudriez, c'est que la valeur à laquelle vous arrivez à droite corresponde à la valeur où vous étiez parti à gauche. Okay. Essentiellement parce que 0 et 24, c'est pareil. Okay. Et en tout cas, il n'y a pas de raison, alors, sauf si vous croyez que minuit, c'est l'heure du crime, il n'y a pas de raison profonde pour que, exactement à minuit, tout d'un coup, le nombre d'appels au 911 explose. D'accord. Donc, a priori, on doit avoir une continuité juste avant et juste après minuit. D'accord. Autre exemple que je vous ai mis, c'est l'exemple de droite, où là, cette fois-ci, c'est de mémoire la direction du vent à l'hôpital Trudeau, à Montréal. Donc voilà, donc on voit l'angle du vent, donc on voit qu'on est dans un vent qui soit, enfin après je sais plus si jamais j'ai regardé la direction, mais soit il part, soit il part vers le nord-est, soit au contraire il part vers le sud-ouest. Donc on a ce découpage qui en fait, si vous regardez rapidement, ressemble un petit peu à la forme de l'île de Montréal. D'accord, donc on voit les angles le long des deux axes de l'île en fait. Et, donc voilà, la vitesse de un angle est fondamentalement un problème circulaire, okay, puisque une fois que je suis parti du nord et que je tourne, je vais finir par revenir au nord de l'autre côté. D'accord. Donc, si je veux des estimations de densité qui sont continues, dans ces cas-là, il faut absolument éviter les discontinuités en zéro. D'accord. Donc, c'est un petit peu ce que je racontais avec ces histoires de coordonnées polaires, c'est de se souvenir que 2 points peuvent être proches, même si jamais ils ont des angles qui sont très différents. D'accord. Donc, il faut se souvenir que l'avantage des angles, c'est que ça nous permet de capturer ça. Okay. Alors, l'histoire de la singularité, ça paraît un problème topologique de maths qui paraît totalement abstrait. En fait, la première fois où je me suis rendu compte que c'était un peu gênant, c'était quand j'étais invité pour faire un exposé sur le pôle Nord. Et j'avais essayé de travailler sur l'estimation de la calotte glaciaire au pôle Nord pour voir un petit peu quelle surface elle faisait. Et de manière un peu étrange, quand je faisais des calculs, j'obtenais des fois des aires négatives, ce qui était un petit peu surprenant. Et en fait, c'est ce que j'essaie de représenter sur ce graphe. Donc le pôle Nord, par définition, est un point qui n'existe pas. D'accord. Donc il n'y a pas de caractéristique en XY du pôle Nord. C'est que si jamais vous avez votre Y qui est à 90 degrés, okay, donc si Y vaut plus 90, dans ces cas-là, n'importe quelle valeur de X vous donne exactement les mêmes valeurs. D'accord. Donc sur la carte, on a cette chose un petit peu étrange, qui est que les 2 points qui se trouvent là sont en fait beaucoup plus proches que les 2 points qui se trouvent là. Okay. Donc, les notions de distance euclidienne, alors je suis désolé, mais j'ai écrit en haut à droite et c'est là où il y a la caméra, mais les distances euclidiennes n'ont pas vraiment de sens parce qu'il suffit qu'on soit très au bord du point de singularité
pour que tout d'un coup, tout perde son sens. Donc, quand on est très proche du pôle Nord ou très proche du pôle Sud, tout d'un coup, on a un souci. Et c'est ce que je vais vous raconter avec ce petit exemple où je prenais 3 points au hasard sur la sphère. Okay, j'ai essayé de calculer l'aire du triangle. Alors, c'est un triangle sur la sphère, d'accord, c'est un petit peu tordu, mais disons qu'on peut le faire, c'est pas très compliqué. En fait, le problème que j'avais, c'est quand le triangle que je constituais contenait le pôle Nord, et en fait, on se rend compte que l'aire, le triangle, il n'a plus du tout une forme de triangle dès lors qu'on essaie de le regarder. Okay, dès que le pôle Nord appartient au triangle, donc c'est ce qu'on obtient ici, hein, sur le cas de droite. Okay. Alors, je vais juste vous le montrer. Donc j'avais ce point ici, ce point-là et ce point-là. Donc effectivement, quand je relis, on voit que le pôle Nord est à l'intérieur de ce triangle, sauf qu'il n'est pas du tout capable de me constituer cette aire. Donc il me fait un truc qui est une espèce de feuille qui est pliée sur elle-même, okay, ce qui induit une aire négative en fait. Donc il faut faire un petit peu attention, ça paraît un petit peu tordu, mais voilà, ça peut arriver. Les données spatiales sont compliquées à cause de cette histoire de projection, du fait que la Terre est ronde. Donc c'est assez problématique. Alors, on en a déjà parlé. Donc, un point important quand on va faire un petit peu de données spatiales, c'est l'aspect géométrique. C'est le fait qu'on travaille sur des projections. Okay, fondamentalement, on est sur on va pas faire des dessins en 3D. Hein. On reste sur la sphère, donc on va projeter. Donc on a déjà beaucoup parlé des projections, mais c'était des données qui étaient définies dans RD sur des plans. Okay. Ici, on est plutôt sur des données sphériques qu'on veut projeter sur un plan. Okay. Donc je ne vais pas faire un cours de géométrie parce que c'est un peu tordu, mais il faut juste se souvenir qu'il y a plusieurs manières de faire ces projections qui vont changer pas mal vos graphiques, en particulier quand vous travaillez sur des grandes échelles. Donc par exemple, ici, je vous ai fait 4 cartes du Canada avec des systèmes de projection qui sont différents. Donc en arrière-plan, vous avez la carte du Canada telle qu'elle est projetée, et au centre, j'ai mis des sphères. Donc tout ça sont des cercles concentriques. Hein, c'est tous les points qui sont à une certaine distance. Alors je ne sais plus, je dirais 100, 500, 1000, 2000 km. Okay. Et on voit que mes cercles, mes notions de concentriques ne donnent pas du tout des cercles une fois projetés. Okay, donc ce qui paraît comme étant des cercles sur la sphère, quand je les projette, on voit que ça a des formes assez différentes. Donc les systèmes de projection, si vous voulez, je vous mettrai, dites-moi si je pourrais rajouter de la doc dans les commentaires. Donc il y a plein de systèmes de projection. Donc par défaut, un des systèmes les plus populaires, c'est le WGS 184, donc c'est en gros le système de classique de Mercator. Okay. Mais on peut changer de système de projection, donc je vais vous montrer ça juste après. Pardon, petit souci de connexion. Ok, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc, il y a beaucoup de packages pour faire de la géographie sous R. Il y a le RGDAL qui est un package de base, alors qui est peut-être un peu compliqué à installer, mais c'est un package de base pour travailler sur des données géographiques. Et MapTools qui permet de boîte à outils en cartographie. Okay. Alors, j'ai essayé de reprendre les cartes avec les 13 en provinces et territoires canadiens. Donc, j'ai récupéré les données tout simplement sur StatCan. Okay. Donc, on a cette base que je peux les récupérer sur le site. Okay. Alors, ce que je récupère sur le site, formellement, c'est ce qu'on appelle des fichiers, des shapefiles, donc des fichiers SHP, que je vais stocker sur mon disque dur et je vais juste lui demander d'aller les lire. Donc, sauf erreur, sur le site, donc sur les sites de StatCan, on va récupérer différents niveaux administratifs. Okay. Donc ça, c'est assez classique quand on va télécharger des données de pays ou de provinces ou de villes. On peut avoir différents niveaux de structure géographique, des découpages administratifs. Donc ici, le niveau 0, ça aurait été la carte avec tout le contour du Canada. Le niveau 1, c'est qu'on est au niveau des provinces. Le niveau 2, ça pourrait peut-être être au niveau... Alors, aux États-Unis, je sais que c'est des comtés. Okay. Et ensuite, éventuellement, vous avez les villes. Donc, vous pouvez avoir le contour de chacun des objets. Donc, les contours, c'est des notions de polygones. Okay. Et je reviendrai un petit peu là-dessus parce qu'on verra, il y a 3 éléments centraux quand on fait une carte. Il y a les polygones, il y a les traits, il y a les points. Okay. Donc, les polygones, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qui me permet de définir mes différentes régions. D'accord. Donc, la région administrative numéro 1, donc le fichier can admin 1 SHP, c'est en gros, ça va contenir, j'allais dire 13 polygones, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'équivalent de 13 polygones, chaque polygone correspondant au contour d'une région. Alors, pourquoi c'est plus compliqué que ça? Parce qu'une région, ce n'est pas forcément un polygone. On le voit ici, c'est que quand vous êtes dans le territoire
Nunavut, on voit qu'on a des îles. Okay, donc en fait, les polygones sont en fait des réunions de polygones. D'accord. Donc c'est juste un tout petit peu plus tordu, mais c'est ce qui apparaît ici. Donc en particulier, dès lors qu'il y a des îles, on voit qu'il va falloir avoir plusieurs polygones. Alors ça peut être un tout petit peu plus tordu, on ne le voit pas ici, mais en fait, je pourrais même avoir des trous dans les polygones, en particulier quand vous avez des lacs. Okay. Vous pourriez avoir des enclaves, donc il y a des pays dans lesquels il y a des enclaves, dans lesquels vous avez un territoire qui est un polygone. À l'intérieur, vous avez un polygone qui vous dit qu'en fait, cette partie-là n'est pas le pays. Et je vous passe les cas de l'Inde et du Pakistan, où vous avez même des enclaves dans les enclaves, ce qui rend les choses un peu compliquées. Donc je dis de manière un peu simple que ce sont des polygones, mais voilà, en réalité, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Donc, le point de la discussion pour l'instant, ça reste au niveau des projections. Okay. Donc, comment est-ce que je fais pour projeter correctement des données spatiales? Alors, le point de départ, c'est effectivement d'avoir ce fond de carte, donc d'avoir ces données en gros de contours. Okay. Je vous montrerai deux types de fonds de carte qu'on peut utiliser. Donc, avec différents types de représentations. Donc ici, on retrouve des choses qu'on a l'habitude de voir. Hein, c'est les latitudes, longitudes standards. Okay. Donc, on va retrouver par exemple que Montréal est à peu près vers moins 70 degrés, moins 70 pour dire qu'on est à l'ouest. Okay. Et on est à peu près à 50 degrés au nord de l'équateur. Okay. Donc, ça nous permet de constituer cette carte, d'accord, qui est dans le format WGS84, qui est par défaut en gros, si vous récupérez des données sur Google, si vous lui demandez de géolocaliser une adresse, ça va être donné dans le système de coordonnées, d'accord. Mais c'est pas le système de coordonnées unique. Par exemple, ici, j'essaie de le transformer dans ce système, donc le EPSG 26978, donc qui me donne un autre type de coordonnées, qui sont les coordonnées qui sont ici. Okay. Donc, il me donne une carte un petit peu différente. Donc, comment ça se passe en pratique? Vous récupérez des données spatiales. Il faut absolument savoir dans quel système est-ce qu'elles sont codifiées. Donc, quel est donc ce qu'on appelle le CRS, donc le Coordinate Representation System. Donc, dans quel système de représentation de coordonnées vous êtes. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez transformer pour accéder à n'importe quoi. Donc, par exemple, ici, je vais transformer mes données pour aller dans un autre format de données. D'accord. Donc, je fais juste un plot en fait de mon fichier shapefile, ça va me tracer mes contours, et là-dessus, je pourrais rajouter des points. Donc, ça, je vous le ferai juste après. Okay. Et je peux m'amuser après à jouer dans tous les sens. Donc, là, je m'étais focalisé sur le Canada, mais je peux le faire sur la Terre entière. Donc, par défaut, ici, alors j'ai pris les countries qui sont dans le package, je ne sais plus lequel, le World One Map, d'accord, dans lesquels on a des shapefiles de plein de pays, et y compris de la Terre entière. Okay. Donc, par défaut, je me place dans le système WGS84. Okay. Donc, je lui demande de me faire le dessin. Donc, vous retrouvez la carte standard que vous aviez dans votre classe quand vous étiez petit. Okay. Mais je peux la changer, encore une fois. D'accord. Donc, par exemple, ici, je prends un système de projection assez différent, d'accord, qu'un système de représentation qui serait en gros l'impression que j'aurais si jamais j'étais sur la station spatiale internationale. Okay. Donc, je verrais une projection de la Terre. Alors, c'est un petit peu tordu parce qu'on a quand même l'impression qu'on voit ce qu'il y a de l'autre côté de la Terre. Okay. Mais c'est un système qui permet, qui est assez classique. Par exemple, si vous voulez retravailler un petit peu ce qui se passe au niveau du pôle Nord, donc vous voulez, je sais pas, travailler sur le réchauffement climatique et ce genre de choses. Donc, c'est toujours la même chose. Vos données sont à la base dans un certain format. Okay. Vous pouvez les transformer. Okay. Tout simplement en disant passe dans le nouveau système et ensuite je reprojette dans ce nouveau système. Okay. Donc les CRS, il faut juste se souvenir qu'on peut passer de l'un à l'autre. Il existe toute une littérature dans les GIS qui permet de décrire les différents systèmes de représentation. Donc il faut s'en choisir un et ensuite, une fois que vous avez choisi, vous restez dessus. Okay. Alors j'ai envie de dire, ce souci des CRS, des systèmes de représentation, se pose quand on travaille sur une très grande échelle, essentiellement parce que l'approximation plane qu'on va utiliser classiquement, elle ne marche pas très bien. Okay, si je prends un plan de Montréal, peu importe la manière dont je regarde, Montréal est suffisamment petit sur la Terre pour qu'on ait l'impression que ce soit relativement plat. Donc peu importe la manière dont je fais faire la projection, ça ne va pas changer grand-chose. Quand on commence à travailler sur le Canada tout entier, ça commence à changer un petit peu la forme et le message qu'on veut faire passer. En particulier, on l'avait vu tantôt, on voit que les îles qui sont au nord peuvent être plus ou moins aplaties suivant le système de représentation qu'on veut avoir, suivant le fait qu'on veut des conservations des longueurs, des airs, ce genre de choses. Okay. Donc voilà un petit peu les systèmes de représentation. Alors, le point important, en tout cas dans cette première partie, c'est que quand on travaille sur les données spatiales, on a essentiellement trois types d'objets, les points, les lignes et les polygones. Et chacun vont avoir une utilité un peu différente. Okay. Donc les polygones, on vient de les voir, ça nous permet de définir des zones, donc ça peut être un code postal,
ça peut être une ville, ça peut être une île, ça peut être un pays, ça peut être toutes sortes d'affaires. Ici, je vous le fais par exemple sur les lacs. Donc ici, vous avez la carte où j'ai représenté uniquement les lacs. Okay. Les lignes, c'est ce qu'on observe ici, par exemple, où on a toutes les routes principales sur la Terre. Okay. Je peux aussi le faire sur les fleuves. Donc ici, j'ai la carte de tous les fleuves du monde qui sont représentés ici. Et le dernier point, c'est les points. Okay. Donc le fait, donc ici, ce sont des villes. Alors je ne sais plus de partir de quelle taille. Je pense que c'est plus de 50 000 habitants. Donc on voit les différentes villes sur Terre. Okay. Les trois étant dans le même système de projection ici, pour qu'on puisse les comparer. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail sur les les manipulations des différents objets. Okay. Donc, premièrement, je suis allé chercher un fond de carte. Okay. Donc vous avez ce site, un GADM, qui stocke les régions administratives d'à peu près tous les pays du monde. Okay. Donc en l'occurrence, je suis allé chercher le pays et je lui demande de travailler sur les régions administratives de niveau 1, c'est-à-dire les différentes provinces en Italie. Okay, donc vous en avez à peu près une vingtaine qui sont les points, les polygones qu'on retrouve sur la carte de droite. Okay, donc par défaut, quand je lui demande de me faire un plot, il me fait la représentation donc, de l'Italie avec les différents territoires qui sont représentés sous forme de polygones. Alors, comment est-ce que je l'importe avec cette librairie ReaderGR qui permet d'importer un shapefile et de l'avoir dans un format lisible par R. Il faut faire juste un petit peu attention, c'est du format S4 en R, donc c'est un petit peu plus tordu à lire, c'est plus des listes avec des dollars, mais c'est un commercial qui traîne partout. Okay. Donc par exemple, j'ai le nom de toutes mes régions qui figurent dans le names 1, donc le nom 1 des régions administratives de niveau 1. D'accord. Donc j'ai les différentes régions en Italie. Okay. Donc par exemple, je lui demande laquelle a un nom qui s'appelle Sicily. Donc quel est quel est le polygone quelque part dans ma base qui correspond à la Sicile. Okay. Donc c'est celui que j'appelle position, okay, pose. Et ce que je lui dis, c'est je vais définir le polygone associé à uniquement la Sicile. Donc je vais prendre ma base ITA1 qui est le shapefile avec toute cette collection de polygones et je lui dis juste si jamais la Sicile c'est le 15e, prends le 15e polygone et ça va être la Sicile. Donc ce que je lui fais, c'est que je fais un graphe de tous mes polygones en vert et je superpose par-dessus le polygone de la Sicile en jaune et c'est ce qu'on observe ici. Okay. Donc je peux identifier comme ça des régions et demander à avoir des régions plus visibles que d'autres. Alors juste pour info, juste pour vous montrer à quoi ça correspond, donc ça correspond ici à l'Italie telle qu'elle est projetée dans la projection standard, c'est-à-dire avec du Mercator, la latitude et la longitude. Okay. Donc ici on doit avoir on ne le voit pas, mais sauf erreur, ici on doit avoir le méridien de Greenwich. Okay, donc on est effectivement à l'est de Greenwich, à peu près entre 5 degrés et 20 degrés. Okay, donc on a ces différentes valeurs pour l'Italie. Et le point, c'est que c'est un plot standard, c'est un plot de fonction. Donc techniquement, je suis effectivement dans cette base en XY. Okay. Donc une fois que vous avez compris qu'un shapefile, c'est juste un polygone qui est tracé en XY, je peux m'amuser à rajouter des points, je peux rajouter des flèches, je peux faire toutes sortes de choses visuellement sur mon graphique. Okay. Donc c'est ce que je me suis amusé à faire. Donc par exemple ici, je commence à colorier, à me dire, tiens, supposons que je suis pour une compagnie d'assurance en Italie, sauf qu'on a découpé le business en deux, donc on a deux marchés, le nord et le sud. J'aimerais bien visualiser mes deux marchés, donc j'ai envie de voir mes deux parties. Okay, donc j'ai fait la liste des régions qui sont, alors aussi c'est le sud, d'accord. Donc ici j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 provinces ici que je vais appeler le sud. Okay, toutes les autres vont être le nord. Donc par exemple ici, je me contente de dire, je prends ma carte okay, que je trace. Ensuite, toutes les villes qui sont au sud, je vais appeler ces polygones Ita South. Donc j'ai le sud. Je vais lui demander de me les mettre en rouge. Donc j'ai le rouge qui apparaît là. Et au nord, c'est ceux qui ne sont pas dans ma liste des 9. Okay, et je mets ça en bleu. Okay. Alors, ici, on est content parce que visuellement, je vois le nord et le sud, sauf que je n'ai pas fusionné pour créer ma région administrative à moi, qui serait la partie nord et la partie sud. Ça, je peux le faire parce qu'en fait, comme on travaille sur des polygones, donc il y a pas mal de packages qui existent, en particulier quand vous avez RGOS, on peut faire des unions. Okay, donc je peux faire la réunion de tous les polygones. Donc par exemple, ici, je lui dis, fais-moi la réunion de tous les polygones du sud et tous les polygones du nord. Et donc c'est ce qu'on observe sur le graphe de droite. Okay. J'ai défini un énorme polygone ici qui va être toute la région nord.
Et ici, j'ai un autre polygone qui va être toute la région sud avec les différentes îles en plus. D'accord? Donc, je peux créer moi-même mes propres régions. Donc, supposons que vous travaillez sur l'île de Montréal et que Montréal soit découpé pour une certaine compagnie en différents secteurs. Okay, donc, par exemple, vous êtes à la commission scolaire. Si jamais les zones d'affectation des écoles sont définies par code postal, vous pouvez très bien dire tous les codes postaux qui sont dans cette liste vont me définir mon polygone numéro 1 qui sera école A. Okay, puis après, vous prenez ceux qui vont aller à l'école B, vous les définissez ensemble, et comme ça, vous récupérez vos polygones qui vont définir votre région que vous allez essayer d'étudier. Okay. Alors après, je peux continuer à faire des petits points dessus. Par exemple, je peux aller voir un peu où est le centroïde. Donc le centroïde, c'est intéressant parce que c'est ce qui permet de rajouter des informations. Donc par exemple, si je veux voir le centre de la Sicile, okay, j'ai une fonction qui est gcentroid, qui me permet de récupérer les coordonnées du point central. Alors les centroïdes, c'est un peu tordu, en particulier dans les régions spatiales. Donc si j'ai une région spatiale, par exemple, qui serait comme ça, on peut se demander où est-ce que je voudrais que soit mon centroïde. Okay, j'aimerais bien peut-être qu'il soit ici. Le problème, c'est que quand vous commencez à être en C, donc je pourrais même l'accentuer un peu plus, okay, si jamais j'étais sur quelque chose qui ressemblerait à ça, dans ces cas-là, il y a des chances pour que mon centroïde ne soit pas dans la région. Donc, voilà, je ne sais plus ce que fait la fonction gcentroid, mais normalement, ça donne des choses assez jolies. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Okay, où on voit effectivement que chacune des régions, j'arrive à peu près à avoir son centre. D'accord. Donc ça, je l'ai avec cette fonction gcentroid. Donc ici, je mets tout dans un data frame. Donc G, c'est la liste de toutes les coordonnées en X et en Y, encore une fois, de mes centroïdes de chacune des régions. Donc par exemple, pour la Sicile, on voit qu'on est à 14 degrés est, 37 degrés nord. Okay, et il nous dit en plus le système de représentation. Donc ça, c'est dans le système standard WGS 84. Okay, donc ça, c'est les informations qu'on a dans notre qu'on a réussi à constituer. Donc, ça me permet de récupérer des points et de mettre des points sur une carte. Donc, je parlerai des points parce que, par exemple, si je veux voir où est-ce qu'il y a des accidents, dans ces cas-là, je peux les représenter sur une carte. Repensez aussi à la carte de Jon Snow, où sont les personnes qui sont mortes pendant l'épidémie de choléra. On peut les ajouter sur la carte. Okay. Alors, je me suis amusé aussi à faire un petit truc, c'est je fais des trajets. Okay. Donc, je me suis amusé à faire un petit trajet. Alors, comme je n'avais pas de trajet en Italie, j'ai imaginé qu'on passait par différents centroïdes. Okay. Donc, j'ai fait un premier trajet où je dis qu'on passe par le centroïde de la région 17, puis 20, puis 6, puis 16, puis 8, puis 12, puis 2. Okay. Et puis, j'ai notre trajet C2. Donc, mes trajets sont caractérisés ici par des points. D'accord. Donc, ce que j'ai dit techniquement, c'est je veux un trajet qui passe par ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là. Okay. Et lui, il va me créer la courbe. Donc, un trajet sera normalement des successions de segments, okay, qui vont consister à relier ces points. Donc, c'est cette fonction spatial line qui me permet tout simplement de créer ce circuit. Okay, donc, je vais créer le circuit qui me permet de passer par ces différentes villes dans chacune des provinces. Okay. Donc ça, c'est ce que j'utilise. Alors, pourquoi c'est intéressant de passer par des segments? Parce qu'ici, j'ai défini un premier trajet donc avec ces quelques villes. Supposons que je définisse un autre trajet, voilà, défini avec ces trois villes-là. Donc, je vais avoir ces deux points-là. Je peux me demander où serait l'intersection. Où est-ce qu'on va se croiser entre les deux? Okay. Donc, on voit l'intersection, elle est quelque part par ici. Si jamais j'ai juste les points, je ne le vois pas. Mais je peux récupérer une intersection. En fait, j'ai cette fonction JIntersection qui me donne l'intersection entre deux courbes qui sont construites par interpolation entre les points. Okay. Donc, c'est ce que j'ai fait normalement ici, où j'avais ma première courbe. Alors, je vais juste la retracer. Donc, j'ai une courbe bleue qui semble exister quelque part par là. Okay. Puis, j'ai une courbe rouge qui existe un petit peu derrière, qui est ici. Donc, on voit qu'il y a effectivement deux points d'intersection. Okay. Donc, on voit que les deux trajets, en tout cas, vont se couper à deux points, qui sont les deux points qui sont indiqués ici. Okay. Donc, je peux manipuler toutes sortes d'objets sur ma carte. Okay. Ici, on a tout. On a les polygones qui sont en gros le fond de carte de l'Italie. J'ai mon trajet, donc supposons que ce soit des trajets en voiture. Okay. Je reviendrai aussi sur les trajets en voiture, parce que c'est des choses qui sont plus utilisées quand on a des données de télématique. Okay. On a des trajets, puis on a des points, éventuellement des endroits où il y a des accidents, des endroits où la personne habite, des endroits où la personne travaille. Okay. Donc j'ai toutes sortes d'informations de ce genre-là. Alors j'avais dit qu'on pouvait changer les fonds de carte, donc moi pour l'instant je me contentais de prendre des polygones, mais en fait on peut aller récupérer des vrais fonds de carte. Donc par exemple il y a deux packages qui sont intéressants. Donc, il y a un premier que je vais évoquer maintenant qui est celui d'OpenStreetMap, qui consiste à dire en fait que je peux aller chercher le fond de carte que vous avez quand vous allez sur OpenStreetMap.
Et OpenStreetMap, vous avez un peu plus en fait. Alors, je ne l'ai pas mis dans cette capsule de slide, mais en fait, OpenStreetMap, si vous avez jamais été créé des choses sur OpenStreetMap, c'est intéressant. OpenStreetMap, donc c'est de la cartographie participative, donc tout le monde peut rajouter des choses. Okay, donc, si jamais vous voyez qu'il y a, par exemple, une borne de pompiers, vous pouvez la mettre dans votre rue et dire ici, il y a une borne de pompiers. Okay, donc, vous avez toutes sortes d'informations qui traînent. Avoir les bornes de pompiers, c'est intéressant parce que ça permet si jamais vous voulez faire la prévention des incendies, pour un assureur, ça peut être intéressant de savoir où sont les bornes pompiers. Alors, il faut espérer qu'OpenStreetMap soit exhaustif sur ce sujet, mais en particulier, normalement, vous avez l'identification de ces objets-là. Vous pouvez récupérer des parcs, vous pouvez récupérer des zones d'eau. Donc, tous les objets que vous allez créer dans OpenStreetMap ont des labels. Okay, donc, vous pouvez mettre des buildings, vous pouvez mettre des routes, vous pouvez mettre des fleuves, et tout ce genre de choses. Okay, donc, il n'y a pas juste le dessin, c'est ce que je récupère ici. Vous pouvez aussi récupérer les objets. Et donc, vous pouvez récupérer toute l'architecture des bâtiments, tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous cherchez des endroits où il y a des piscines, vous pouvez les récupérer. Donc, vous récupérez encore une fois des polygones pour à peu près tout, sauf certains objets. Genre, vous avez juste des points. Une borne incendie ne sera pas un objet, ce sera juste un point. Mais généralement, un bâtiment, ce sera toutes les coordonnées. Vous savez où sont les entrées, où sont les sorties. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Ici, j'ai juste pris le fond de carte. Donc, je lui donne essentiellement les deux coordonnées qui sont les coordonnées en bas à gauche et en haut à droite. Et il va me créer la carte ici. Alors, j'ai envie de représenter ici les données de Jon Snow. Okay, donc, c'est tous les points qui sont ici. Alors, j'ai la carte quand même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement un McDonald's qui est implanté quelque part ici. J'ai un restaurant. À l'époque de Jon Snow, il n'y avait peut-être pas de restaurant ici. Donc, voilà. Je ne peux pas redemander une carte telle que ça existait en 1800. Okay, on est obligé d'utiliser la carte actuelle. Et alors, petite particularité, donc la carte, c'est la carte OpenStreetMap, donc elle est sur Internet, elle est définie a priori, et là je vous le dis, enfin je le définis a priori dans le système standard de projection, c'est-à-dire le WGS 84, mais je peux changer de système de représentation. Pourquoi? Parce que quand je vais utiliser mes données de Jon Snow, ils sont dans un autre système de représentation. Okay. On l'avait évoqué tantôt, le système de représentation est un système un peu particulier, c'est le système qui s'appelle EPSG 27700. Okay. Donc là, il y a deux solutions. Soit je dis ma carte, je vais changer son système de représentation et je vais représenter mes points tels qu'ils sont. Soit je garde ma carte telle qu'elle est et je vais changer le système de représentation des points. Okay. Ici, j'ai décidé de changer dès le départ, donc je garde mes données standards. Donc mes données ici ne vont pas changer. C'est vraiment ici où je vais lui dire change de système de représentation. Donc utilise-moi une projection dans ce format-là, donc le de EPSG 27700. Okay. Donc je récupère cette carte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire techniquement ici, en X et en Y, alors respectivement, les points ils sont aux alentours de. Alors en X, on est plutôt vers du 530 000, quelque chose comme ça. Donc je ne sais plus en quelle unité. Enfin, il n'y a pas forcément d'unité, un système de projection. Et en ordonnée, on est plutôt en 180 000. Okay. Donc c'est comme ça que ça a été projeté. Puis ensuite, je me contente de mettre des points. Donc c'est un plot avec des points, okay, tout simplement parce que c'est des fonctions de graphe standard en R. Donc, une fois que j'ai fait cette carte, j'ai juste à mettre mes points dessus. Et après, je pourrais faire toutes sortes de choses. Je peux faire un heatmap, je peux rajouter des estimations de densité. Là, je vous propose autre chose. Donc, je continue toujours sur mes données les données qu'avait collectées Jon Snow sur le choléra à Londres en 1854. Sauf que là, je vais utiliser un autre fond de carte. C'est celui qui est proposé par Google Maps. Donc, il y a un package qui s'appelle ggmap, okay, où je vais juste lui dire, cette fois-ci, le centre de ma carte. Donc, j'ai mes coordonnées. Okay. Donc, là encore, qui sont dans le système de coordonnées standard WSG84, donc les systèmes de projection de Mercator. Et alors, on va jouer sur le zoom, mais c'est exactement comme quand vous êtes sur Google Maps. Hein. Le zoom 17, ça veut dire que je zoome de manière très précise. Et si jamais j'étais un zoom égal 1, ça veut dire que j'aurais toute la Terre, mais centré sur le petit quartier de Londres. Okay. Donc, la subtilité, c'est que c'est du GG, donc c'est du ggplot. Okay. Donc, les formats des graphes sont un peu différents. Voilà, je ne suis pas là pour faire non plus un cours d'informatique, mais si jamais vous êtes sur des graphes en ggplot2, vous pouvez faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec les graphes standards. Mais je peux quand même continuer à faire à projeter des points dessus, par exemple. Okay. Donc, par exemple, je définis Londres comme étant le fond de carte qui s'appelle ici Get London, donc il va me donner cette carte-là. Okay. Donc, comment est-ce que je fais pour rajouter des points? C'est facile. Je vais faire un geom_point et je vais juste lui dire d'aller me chercher mes points. Alors là, j'ai un petit souci, c'est que par défaut, Google Maps est en WSG 84. Donc ici, il faut que je lui dise de changer.
Donc ma base de données de décès, je vais la changer, je vais la transformer pour passer en WGS84. D'accord? Donc je fais une conversion de mes données au lieu de convertir le format de la carte comme j'avais fait auparavant. D'accord? Et ensuite, je fais juste mon forme carte plus mes points qui sont mis en rouge et donc on récupère tous les points pour lesquels il y a eu des décès pendant l'épidémie de choléra qui ont été collectés par Johnson. Okay, donc je vous ai mis un lien vers sur mon blog où je vous remets tout le code et les données pour faire la carte avec OpenStreetMap, avec Google Maps. Je vous ai mis aussi du leaflet. Donc leaflet va me faire des cartes interactives. Donc typiquement, ma carte va s'ouvrir dans un navigateur internet et vous pouvez zoomer à l'intérieur, récupérer plein d'informations. Ok. Donc on a fini, je pense, pour les polygones, les points. Sur les lignes, donc j'ai dit que c'est le troisième type d'élément. Les lignes sont aussi un élément assez important en cartographie, en particulier quand on commence à faire des données télématiques où on a des trajets. Donc il s'avère qu'avec Ewen Gallic, on avait fait un mini cours sur le sujet. Donc vous avez accès à tout ce qu'avait fait Ewen sur la mise en œuvre, plutôt la visualisation des données de trajets de voiture. Donc ce sont des trajets de voiture dans la ville de Québec. Okay, qui ont été observés en 2014. D'accord. Donc, on a plein de trajets. Donc, des trajets, ça va correspondre à ces collections de points, en fait. Okay. Donc, il faut juste se souvenir que les boîtiers GPS stockent des informations peut-être toutes les minutes ou à des pas de temps qui sont prédéfinis. Okay. Donc, par exemple, ici, j'ai un trajet qui est ce trajet-là, okay, qui a été fait par une personne. Ici, j'ai un trajet vert qui a été fait par une autre personne. Okay. Donc, j'ai différents trajets. Okay. Donc ça, c'est les trajets bruts tels qu'ils existent, c'est-à-dire des collections de points ici qui sont dans mon système en WGS84. Okay. Je peux mettre un fond de carte. Donc par exemple, ici, j'ai mis la ville de Québec. Okay. Donc on retrouve l'île d'Orléans. Enfin voilà, on trouve pas mal d'éléments géographiques qu'on reconnaît. Il y a le fleuve, okay, qui apparaît aussi clairement. Et on retrouve nos différents trajets qui sont projetés ici. D'accord. Et une fois qu'on a des trajets, on peut faire toutes sortes de choses. Par exemple, ici, on peut voir entre 7h du matin et 8h, pour une certaine journée, quelle était l'intensité du trafic dans la ville de Québec. Donc, on peut travailler sur ces objets de ligne pour essayer de visualiser des choses, donc essayer de voir où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui passe, quels sont les endroits les plus saturés. Après, je pourrais superposer des informations sur les accidents et ce genre de choses. Okay. Donc, les données télématiques sont typiquement des données qui vont nous fournir des lignes comme extrapolation des points, puisque généralement, entre deux observations qui sont stockées par le boîtier GPS, on se doute que la voiture elle a dû continuer à évoluer entre les deux. Okay. Je vais m'arrêter ici sur cette première partie où je parlais des objets standards de cartographie. On a déjà parlé un petit peu des données spatiales. C'est dans le cours de modèle linéaire où j'avais souvent des données, par exemple, par comté ou ce genre de choses. Mais dans ces cas-là, on n'a pas exactement des données spatiales, dans le sens où je ne les ai pas spécifiquement par latitude-longitude, mais je sais dans quel comté, par exemple, se trouve une maison. Okay. Donc éventuellement, j'ai des informations au niveau moins fin que les coordonnées GPS de base, latitude-longitude, mais j'ai éventuellement des quartiers. Okay. Alors ça, c'est ce que j'appelais des régions spatiales. Donc ça, c'est aussi assez standard, où éventuellement, j'aurai un code postal. Okay. Donc éventuellement, je ne vais pas m'amuser à localiser spécifiquement les gens, mais j'aimerais bien voir les codes postaux, puis voir combien il y a de sinistres, combien il y a d'incendies par code postal, ce genre de choses. Le problème, c'est que si je fais ça, et vous l'avez déjà vu, je pense, dans le cours de modèle linéaire, c'est que ça peut être relativement peu robuste, parce qu'éventuellement, sur un code postal, je peux avoir 2 assurés, et pour peu qu'il y en ait un qui a un accident, ça me fait 50% de sinistralité, okay, ce qui est quand même assez énorme. Donc, on a envie de lisser. Donc, on a envie d'avoir des notions de distance. Alors, quand on est sur des coordonnées, je peux calculer des distances. On avait vu dans mon introduction, je vous ai dit, soit je fais une distance réelle en prenant la distance en suivant la route. Je fais une distance à vol d'oiseau si jamais ça me suffit pour me dire qu'on est sur des voisins. Okay. Mais dans le cas des quartiers, on aimerait bien avoir des notions de proximité. Alors, il existe pas mal de notions, alors plutôt de contiguïté. Okay. Donc, le fait que certaines... Alors, j'ai fait ici des régions rectangulaires, pour faire très très simple. Donc, mes régions, par exemple, ici j'ai une région, puis ici j'en ai une autre. Okay. Donc, je peux me dire éventuellement, une ville, une région, j'ai envie de dire quelle est j'ai envie de calculer un estimateur pour cette valeur-là, mais j'ai envie de faire du lissage. Donc, on avait vu, je vous renvoie aux capsules sur le lissage, qu'on pouvait éventuellement tenir compte du fait que quand je suis en X, je peux aller en X moins H, en X plus H, je peux mettre des noyaux et ce genre de choses. Je peux le faire en spatial. Si jamais j'avais des coordonnées GPS, je peux faire du spatial et je peux faire du lissage. Ici, on ne peut pas trop.
parce que j'ai des codes postaux. Mais mes codes postaux, derrière, j'ai des polygones et je peux voir, par exemple, quels sont les quartiers qui sont voisins. Donc, par exemple, je pourrais me dire, bah, si jamais j'ai un quartier qui se trouve là, bah, je peux peut-être m'intéresser aux voisins qui sont autour et me dire, bah, je peux peut-être lisser en prenant la moyenne sur le voisinage. Alors, il y a plusieurs manières de faire des calculs de voisinage. Okay, je vous donne les deux manières les plus populaires. Donc, il y a les méthodes des voisinages de von Neumann et les voisinages de Moore. L'autre nom, c'est les Rook et Queen, pardon. C'est la tour et la reine. Okay, essentiellement parce qu'on regarde les mouvements qu'il y a aux échecs. Okay. Pour von Neumann, on peut juste monter ou soit aller en haut et bas, soit aller à gauche et à droite. Donc, on a 4 voisins possibles pour mon voisin jaune. Quand on est sur la reine, elle peut aller plus loin. Alors, on va juste se limiter au cas où la reine se déplace d'un coup. Okay, donc, ce serait peut-être plutôt le roi. Donc, je me déplace d'un coup à côté. D'accord. Alors, je pourrais aussi aller un cran plus loin et me dire, bah, je vais prendre après les voisins de mes voisins et donc faire du lissage comme ça par ces propriétés de contiguïté. Et ces histoires de contiguïté, ça existe. Donc, il y a le package SPDEP qui le fait. Donc, il y a la fonction poly2NB, donc qui permet de compter les voisins tout simplement. Donc, si jamais vous lui donnez un shapefile ici, donc vous lui donnez une collection de polygones, il est capable de vous dire tous les voisins de cette région, ce sont ces régions-là. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très utile si jamais vous n'avez pas des informations spécifiquement à latitude-longitude, mais que vous avez quand même une information spatiale, parce que vous avez le code postal, vous avez un quartier, vous avez une ville, ou ce genre de choses. D'accord. Donc je vais juste vous montrer sur un petit exemple. Donc j'avais été récupérer des données sur le site de Datagouv, donc en France, okay, où j'ai en fait les polygones de la ville de Paris. Donc Paris est découpé en 20 arrondissements. Donc la ville de Paris, c'est le grand contour. Okay, donc là, c'est la ville de Paris. Et à l'intérieur se trouvent donc des arrondissements. Donc, je vais récupérer les données sur le site. Encore une fois, je fais un read OGR pour récupérer un ARR75 qui est en gros le shapefile de mes 20 arrondissements. Alors, de mémoire, c'est 21 parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi le contour général. D'accord. Et je peux récupérer plein d'informations. Par exemple, Coordinate va me donner les centroïdes qui sont ici. Et je peux faire toutes sortes de choses. Donc, par exemple, ici, on a une notion de triangulation. Okay, et je peux m'amuser à aller chercher les voisins. Donc, avec la poly2NB, je peux récupérer les voisins. Et c'est ce qui est représenté par ce graphe-là. Donc, par exemple, on voit que ce quartier-là, il est voisin avec tous les quartiers avec lesquels ils sont connectés sur le graphe. Donc, j'utilise une visualisation en termes de graphe pour voir quels sont les quartiers. Okay, donc, il suffit d'utiliser cette fonction poly2NB de mes arrondissements pour récupérer la liste de mes voisinages, en fait. Donc, je vais vous montrer sur un petit dessin. Par exemple, ici, j'ai pris l'arrondissement numéro 7. Okay, donc, je lui dis que le 7, je vais le mettre en jaune. D'accord. Et je lui demande d'aller chercher tous les arrondissements. Alors, arrondissement NB, c'est la liste des voisins, donc poly2NB. Okay, donc, par exemple, pour l'arrondissement 7, on voit qu'il y a le 5, 10, 16, 17, 18. Okay, et donc, on voit que tous les quartiers qui sont en rouge ici sont effectivement des quartiers voisins. Donc, si jamais je m'intéresse, je ne sais pas, à un nombre d'incendies, mais que j'estime que mon arrondissement est une zone géographique trop petite, je peux éventuellement calculer la moyenne en lissant sur les voisins. D'accord. Donc, éventuellement, je pourrais me dire, bah, je mets éventuellement des poids. Okay, je mets un poids de 2 au centre sur le jaune et je mets un poids de 1 sur le rouge. Donc, on fait une espèce de lissage par noyau. Okay, puis, je pourrais même éventuellement aller voir les voisins des voisins et leur mettre un poids de 1,5 par exemple. Ce genre de choses. Okay. Donc, ça permet de faire quand même un petit peu le lissage spatial. Donc, c'est typiquement le genre de choses dont on ne parlait pas trop dans le cours de modèle linéaire appliqué. C'est le fait que quand j'ai envie de regrouper donc ici, typiquement, l'arrondissement sera vu comme un facteur. Un quartier, une zone géographique est vue comme un facteur. Quand je veux faire des regroupements de facteurs, jusqu'à présent, je vous disais, bah, faites un test de Fisher, ce genre de choses. Mais on pourrait aussi utiliser des notions de proximité et se dire, bah, deux arrondissements qui sont proches, je pourrais avoir envie de les fusionner. Donc, je vais faire des tests pour savoir si je peux les fusionner. Okay. Ici, je vais en faire un autre. Donc, je prends le 11e. Alors, ce n'est pas celui qui s'appelle officiellement le 11e arrondissement, mais c'est celui qui est le 11e dans ma base. Et je récupère comme ça ensuite tous les voisins. Okay. Donc, les données spatiales, elles sont importantes parce qu'elles sont très, très liées à l'aspect visuel. C'est que les données spatiales, on aime bien les voir. On aime bien voir où sont les sinistres, où sont les assurés, où sont les informations. Okay. Donc, c'est important de savoir tracer des cartes, mais c'est des types de formats, c'est des types de données un petit peu particuliers. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu quand même dans le cours de sciences de données. Je pense que ça aurait été dommage de finir le cours sans jamais évoquer comment faire des cartes, comment faire des statistiques spatiales.
Donc voilà, je vous ai donné un petit peu les grandes notions, c'est-à-dire essentiellement la notion de shapefile, qui sont les fichiers de polygones que vous pouvez récupérer sur à peu près n'importe quel sujet, tant que c'est du géographique. Okay. Les notions de projection, parce qu'encore une fois, un shapefile va être exprimé dans un certain système de projection, puis éventuellement, vous aurez des données qui arrivent dans un autre système de projection. Okay. Donc, par exemple, vos boîtiers GPS sont peut-être dans un autre format de représentation de coordonnées. Quand on va faire les dessins, on a toutes ces richesses d'objets qui sont les polygones, les courbes et les points. Okay. Et dans le cas où vos données sont un peu moins riches, vous pouvez quand même faire un peu de spatial avec ces notions de contiguïté de polygones. Okay. Je m'arrête là, et puis si on a le temps, je vous ferai peut-être une petite capsule sur les données textuelles. À bientôt.